Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va partir à Mafat. On va parler de ce que on ne met pas souvent en avant parce que là, on parle toujours du côté héritage patrimonial, de la vie longtemps. C'est d'un point de vue sociologique parce que je reçois un psychosociologue, Arnold Jacou, bonsoir. La vie d'aujourd'hui à Mafat, est-ce que c'est la vie dont veulent les Mafatais ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à sortir de cet héritage? C'est ma question. Ouais, je dois répondre là maintenant. Oui. Ouais. Non, d'abord, c'est pas la vie d'aujourd'hui. Mon travail, mon arpentage du cirque date d'il y a 15 ans. 2005, 2004, 2005, 2008. Je veux dire que je ne peux pas parler de la vie d'aujourd'hui, mais je peux parler de la vie de juste hier soir. Parce que, oui, parce qu'il s'agit de gens qui sont encore en vie, même si c'est des gens de ma génération, et comment ils vivaient, pourquoi ils vivaient, c'est vraiment pour moi intéressant, parce que on est dans un milieu, nous sommes encore aujourd'hui, en partie en tout cas, dans un milieu, à Mafat, où l'homme est tributaire d'un écosystème qui est difficile. C'est-à-dire, on n'a jamais désenclavé le cirque du point de vue routier, comme on l'a fait pour Sillaos, par exemple. Donc, ça veut dire que, à un moment donné, en tout cas, même pendant 100 ans, les gens étaient vraiment sur place, fixés sur place, et vivaient des ressources de leur environnement, des ressources, je veux dire, immédiates, c'est-à-dire du bois, des feuilles, de la culture, de la paille. Les seules choses vraiment solides, c'était soit les ferrures des cases en paille, parce qu'il fallait ouvrir des portes sur le pignon, les fermer, il fallait que ça tienne, et puis la roche piquée qui servait à faire des moulins. Les gens vivaient comme ça, oui, là-dedans. Mais quand on regarde le travail d'Arnold Jacou sur 3 décennies, quand on voit l'évolution et quand on regarde, si on fait un constat de ce qui est Mafat aujourd'hui, est-ce que c'est un résultat voulu? Est-ce que c'est un résultat subi? Ou est-ce que ce n'est qu'une étape? Moi, j'ai de la peine à parler de résultats, vraiment. Ce que je sais, en tout cas, parce que les textes le disent et parce que les comptes rendus des gens spontanés, les échanges qu'on a avec eux, que j'ai eus avec les habitants des divers îlets, il y a 9 îlets encore à Mafat, me rappellent que les habitants de Mafat ont toujours été aux prises avec une administration qui ne les aimait pas. Et en tout cas, donc ils ont dû se battre pour exister et survivre là-bas sur place. Pour résumer, pendant près d'un siècle, l'administration oscillait entre virer les gens ou les regrouper, en tout cas tout faire pour éviter qu'ils ne s'emparent du foncier, des parcelles, ou quand ils prétendaient être propriétaires, pouvoir les décourager à tout jamais de ce type de revendication. Ça, c'est sûr. Donc, ils étaient pris là-dedans. Ils étaient comme des squatters. Ce n'étaient pas des paysans de montagne comme il y en a partout. C'était des gens qui étaient considérés comme occupants illégaux. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé à bosser à Mafat pour le commissariat à l'aménagement des Hauts, je le rappelle, avec une femme remarquable, Geneviève Planche-Bravet, sous la responsabilité d'un homme remarquable, Thomas Kretschbich, qui était commissaire à l'aménagement des Hauts. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me suis aperçu que le comité Mafat, qui avait été mis en place à la suite de la promulgation d'une charte de Mafat, ce comité Mafat n'était composé que de gens du dehors, des institutions. Il n'y avait pas un seul Mafatais. C'est difficile à comprendre si
on ne voit pas dans quelle mesure les institutions elles-mêmes avaient hérité de cette idée que les gens de Mafat, c'était des gens dont on devait se débarrasser, en tout cas qu'on ne pouvait pas considérer comme capables de contribuer à l'élaboration des décisions qui concernaient leur vie. Et c'est la question que je garde en tête depuis tout à l'heure. Est-ce que les différentes générations qui sont succédées à Mafat, est-ce que, malgré ce contexte, ont eu le temps d'avoir des racines à Mafat? Ben, au début, c'était difficile parce que, en tout cas, dès là, avant l'ONF, 1966, Office national des forêts, les gens, on les virait, on les laissait, c'était pas très clair, sauf que on tentait toujours d'en faire des concessionnaires, des locataires, avec une concession qui était attribuée pour 3 ans. Est-ce qu'on a le temps de construire un destin familial sur 3 ans? C'est difficile. Après, les choses, c'était des concessions d'occupation du terrain. Après, on a accepté de distinguer des concessions de logement, des concessions de culture, et après des concessions pour des gîtes, pour l'accueil des gens de passage. Et puis, on a progressivement allongé le temps de concession octroyé. Et à partir de là, les gens ont commencé à pouvoir élaborer un projet de vie. Je ne sais pas comment le dire, un projet de vie familial, un projet. Ils l'ont pas jamais, à mon sens, ils ne l'ont pas fait, ou tous ne l'ont pas fait de manière tranquille. Parce que le sentiment, c'est qu'ils avaient toujours un propriétaire représenté par le forestier qui arrivait chez eux en propriétaire, qui pouvait faire ce qu'il voulait et qui entrait dans la cour sans demander l'autorisation. C'était comme ça. C'était un peu l'ennemi, avec en plus le gendarme. Et le gendarme s'est mis depuis les années 90 à venir avec le chien. Le chien, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie. C'est ça. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, est-ce que ce cadre a évolué? Est-ce que la mafataise ou le mafaté peut envisager sereinement un avenir? Est-ce que les institutions vont leur permettre, même si on ne leur donne pas les moyens d'être propriétaires, mais au moins de pouvoir vivre, prendre le temps de construire un avenir sur les terrains où ils sont? Ben, je connais pas vraiment, je n'ai pas d'informations précises, mais il me semble que l'arrivée du parc national a permis justement ces évolutions. Le parc national, me semble-t-il, a mis du temps à prendre conscience de la nécessité d'associer les gens à leur histoire et à leurs projets. Mais il l'a fait, ou il le fait justement. Yannick Payette, par exemple, qui est responsable de ce cœur habité du parc national, mène en ce moment plusieurs expériences pour permettre aux gens de sentir et d'être vraiment associés à ce qui leur arrive. Il me semble que les variations sont dues souvent à des questions économiques. Alors, il y a des choses qui s'opposent, n'est-ce pas? L'économie mafataise, depuis, je veux dire, 15 ans en tout cas, dépend presque entièrement du tourisme. Mais soyons honnêtes quand même de dire que tout a été mis en place pour que ça soit comme ça. Parce que c'était plus facile aussi. Je ne critique pas, je ne pointe pas du doigt. Si ça a été mis en place, mais en tout cas, pour moi, ce qui m'est apparu, c'est que il y a 15 ans, le tourisme apparaissait comme un facteur de développement. Il me semble qu'il est devenu l'unique finalité du développement. Et donc, il me semble qu'il y a c'est comme ça. Mais est-ce que les gens sont plus... C'était quoi la question? Est-ce qu'ils sont plus heureux de pouvoir... Est-ce qu'aujourd'hui, oui. Tout a été mis en place pour qu'ils, même s'ils ne sont pas propriétaires, est-ce que tout a été mis en place pour qu'ils aient un avenir sur les parcelles où ils sont? Je crois, oui, qu'on respecte beaucoup mieux leurs besoins. Il me semble... Bon, c'est pas simplement dans l'intention, mais les infrastructures se sont développées de telle manière à attacher les gens à ce territoire. À la terre. Ouais. Quand je parle d'infrastructure, je parle ce qui est lié, par exemple, à la santé, aux sanitaires. Il n'y a pas que les sanitaires en plastique qu'on a posés un peu n'importe comment
pour... On appelle ça, à l'époque, dans les années 70, on appelait ça l'ARES. C'était donc j'allais dire, un truc plat et on était assis à quatre pattes sur le... Non, mais il y a des des cabines. On n'a pas aujourd'hui, acheté non. des cabines avec l'hélicoptère, ça Ouais. venait du ciel. Les gens n'avaient rien fait pour le construire. Mais il y a aussi les dispensaires qui ont été construits dans chaque îlette et qui sont fréquentés par des gens qui se partagent toujours un petit peu entre la pharmacopée locale, les herbages et puis l'intervention médicale. Est-ce qu'il y a un planning moderne. familial? Comment? Est-ce qu'ils ont mis un planning familial en place Ah dans ben les dispensaires? ça, j'en sais. Alors, oui, le planning familial est exercé, mais probablement pas en tant que tel. Mais j'ai connu, enfin, il y a 15 ans en tout cas, des infirmières qui venaient régulièrement et qui se contentaient pas de soigner les petits bobos, mais qui avaient un peu une fonction éducative, pédagogique, du point de vue de la santé, du point de vue de la sexualité, du point de vue probablement de la conception aussi. Oui. Oui, mais et puis du point de vue, il y a eu d'autres choses encore. L'électricité qui est arrivée là-bas avec l'hélicoptère a changé profondément les choses. Au début, il y avait juste de quoi allumer une ou deux ampoules, mais aujourd'hui, l'électricité solaire s'est développée. Il y a des frigos, on peut conserver la nourriture, ce qu'on ne pouvait pas avant. On l'a conservée avec de la fumée, c'est tout. Et puis le salé aussi, dans le bac avec du sel. Oui, la saumure, oui. Oui, Oui, il y avait aussi ça. Mais donc aujourd'hui, on a les mêmes conditions de vie finalement que celles qui sont opérées dans les bas. Encore une fois, du point de vue économique, il y a quand même, il me semble, un changement. En tout cas, une hésitation. Lorsque l'économie réunionnaise est exsangue, les jeunes générations remontent dans les hauts, et notamment dans le cirque, et les jeunes se construisent une case sur la concession de leurs parents. Lorsque l'économie réunionnaise se met à prospérer, alors les jeunes ont envie d'y participer et redescendent dans les bas. Il y a un peu cette oscillation qui est assez compréhensible, quoi. Chacun cherche à vivre au mieux dans les conditions qui lui sont données. Et puis il y a une chose que Arnold Jacou a dit dans les émissions précédentes, c'est que le tourisme est une valeur sûre à Mafate pour voir combien de chambres d'hôtes se sont développées. Ça veut dire qu'il y a quand même une réalité aussi. Il n'y a qu'à jeter un œil sur Internet. Il y a 60 gîtes à Mafate maintenant, dont j'ignore s'ils sont des gîtes officiels, marrons, tout ça, parce que à Mafate, il y a toujours eu un peu cette propension à vouloir agir pour son compte, en devançant la législation ou en l'ignorant, enfin tout ça. Je ne sais pas, mais en tout cas 60 gîtes. Et on peut comprendre parce que aujourd'hui aussi, il y a 800 habitants, alors qu'on sait par exemple qu'en 1960, il n'y en avait plus que 600. Donc il fallait... le directeur, le conservateur des eaux et forêts, en 1960, invitait à une repopulation du cirque pour sauvegarder la forêt, d'ailleurs, ce qui est assez étrange, parce que, paradoxe. Et s'il y a 800 habitants, 850, on estime que plus ça poserait des problèmes, il y a quand même, on évalue à plus de 100 000 personnes qui entrent et sortent dans le cirque chaque année. 100 000 ! C'est pour moi gigantesque. C'est 1/8 de la population de La Réunion. C'est 1/8 de la population de La Réunion. Ah, oui. Oui, bon, il y a les étrangers, puis on calcule là-dedans, bien évidemment, les compétitions sportives de coureurs qui vont, qui viennent, tout ça, c'est évident. Mais en tout cas, je pense que il me semble en tout cas que l'économie du cirque est très tributaire de ces passages extérieurs. Alors que déjà en 80, les textes, quand on a voulu construire jusqu'au bout la route du Haut-Mafate qui devait descendre jusqu'à la Nouvelle, depuis le col des Bœufs, déjà à cette époque, les analystes disaient les Mafatais font plus rien, ils ont à disposition des ressources fantastiques, ils les utilisent pas, la transmission des gestes artisanaux ne s'est pas faite,
ils dépendent des subventions, des allocations et toutes ces choses-là. Déjà, on s'en plaignait à l'époque. Et c'est pour ça que je crois qu'ils sont en train de mettre en place un cadre, un environnement, justement, pour voir s'ils peuvent transmettre ces gestes-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, garder Mafat dans le côté pittoresque, carte postale, c'est important pour le tourisme. Ça fait venir des gens. Et c'est bon également pour tous ceux qui aiment les randonnées, qui aiment aller au cœur de la Réunion. Je pense que Mafat est un site incontournable. Oui, mais d'accord, mais la finalité de de ces gestes s'est complètement modifiée. À l'époque, je prends l'exemple banal du vétiver. Le vétiver était indispensable, la culture du vétiver était indispensable pour pouvoir couvrir les toits, on n'avait pas d'autres moyens. On n'avait pas de quoi acheter de la tôle, de toute façon. Donc, on cultivait le vétiver, on cousait le vétiver sur les toits, et c'était un mode de vie qui était accepté, qui entrait dans une conception globale, un écosystème global. Le vétiver, le feu ouvert qui noircissait le vétiver et le durcissait, enfin, tout cela. Aujourd'hui, après, on s'en est plus du tout occupé. Aujourd'hui, certains jeunes pensent à se remettre à cultiver le vétiver, et ils le font d'ailleurs, mais non plus parce que c'est une nécessité de vie, mais simplement pour correspondre à l'image touristique qui permet aux gens de l'extérieur de venir. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aujourd'hui un besoin pour l'économie de maintenir cette carte postale de Mafat, parce que les gens, y compris de la Réunion, qui montent à Mafat, qui vont à Mafat, c'est pour retrouver cette vie d'avant, de retrouver un petit peu cette sobriété que la Réunion a connue dans les années 60-70. Et je pense que Mafat peut préserver cette image-là. Oui, non, mais tu as raison. Je trouve que c'est un peu la fonction régulatrice de cette réimplantation dans le patrimoine. Mais elle s'est passée un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde occidental, on s'est débarrassé, par exemple, des meubles en bois dur pour choisir le formica comme le symbole même de l'évolution moderne. Ouais. Et puis, on est revenu après parce qu'on a besoin de reprendre contact avec un passé qui nous échappe et qui a des significations très variées, aussi bien symboliques, affectives, et par rapport au tourisme économique aussi. Tout à fait. Oui, bien sûr. Et c'est là aussi, et c'est pour ça que à l'issue du Covid, je disais qu'il va y avoir quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'on va avoir besoin de faire un retour aux racines, à savoir qui on est, d'où on vient et qui on est vraiment. Et ce côté où pendant 40 ans, la société de consommation a pris le pas sur tout, d'un coup, les gens vont revenir. On le voit en métropole parce que les grandes surfaces ont de plus en plus de problèmes. Ils créent des petites boutiques à l'intérieur pour que ça attire les gens. C'est ce côté authentique qui attire les gens. Oui. Authentique, mais reconstruit. Oui, fabriqué, tout à fait. Ouais, fabriqué. Oui. Mais même si ce n'est qu'une image, cette image-là, les gens en ont besoin. Oui, je crois. Oui. Ouais. Et c'est pour ça que Mafat, et c'est pour ça que le travail que Arnold Jacou a mené, c'est de voir comment a évolué ce territoire et ses habitants, et de voir aujourd'hui que leur évolution, l'évolution globale, fait que ce territoire a encore beaucoup d'atouts et a un avenir. Oui, je pense. Non, mais moi, ici, on fait du discours. Là, je fais du discours, tout ça. Mais en fait, dans mon job, là-bas, je ne faisais pas du discours. J'ai retrouvé, photographié des objets, des constructions, rencontré des gens. Je veux dire, j'étais dans un monde extrêmement concret. Ouais. Bon, avec la distance, on fait des analyses, on fait des commentaires, on fait des trucs comme ça. Mais ce serait bien de pouvoir retrouver ce concret, qui n'apparaît peut-être pas à la radio, mais qui est fondateur de tous les discours qu'on fait. Je ne suis pas dans la théorie du tout.
Je suis dans l'existentiel. Et on le voit quand on regarde des anciennes images sur la télé publique, quand on montre les reportages des années 70-80, on voit l'importance de ces images-là, l'importance de cette réunion à ce moment-là, et que certains actuellement essayent de retrouver. Alors, RFO, enfin Réunion Première, avait une abondante collection de vidéos et d'émissions pleines de choses très intéressantes que le commissariat à l'aménagement de vidéos, sous mon impulsion, a racheté. Ceci dit, au moment de la fin de la médiathèque de l'APR, le liquidateur a tout jeté à la déchetterie pour des milliers d'euros, sans aucune considération historique, archéologique ou patrimoniale. Voilà. Des gens intelligents, il y en a partout. Non, je dirais, il y a une espèce d'ignorance qui se construit autour de notre histoire récente, ignorance contre laquelle je voudrais lutter. Enfin, je voudrais partager avec les Réunionnais. Pour partager ça, il faudrait vraiment monter là-haut et refaire en image tout ce que a retracé Arnald Jacou pour que les Réunionnais voient à quel point à Mafate il y a un trésor. C'est pas le trésor de la Buse, c'est bien plus important encore. Non, il y a un témoignage humain qu'il faut absolument conserver et promouvoir. Merci Arnald Jacou pour ces informations. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.